Merci Pierre-Yves, merci au Cercle Aristote pour l'invitation, ça fait très plaisir d'être là. Merci à vous tous d'être venus si nombreux pour entendre parler d'un ouvrage qui dit que du bien de Paris. Avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. Qui dans cette salle a un parent, grand-parent, arrière-grand-parent qui était ouvrier ou paysan? Ah oui, ouais. Ouais. Ok. Qui dans cette salle est ouvrier ou paysan? Ok. Regardez. Voilà ce qu'ils ont fait à la France en 50 ans. Ils l'ont vidé de ses moyens de production et ont tenté de faire disparaître ses producteurs. Heureusement, il y en a, ils sont encore là. Merci. Merci à eux de faire tenir la France debout. Moi, comme vous, j'ai deux grands-parents producteurs. Un qui était mineur dans les mines de fer dans le nord de la Lorraine, un autre qui était soudeur à l'arc pour Péchinet. Péchinet, pour peut-être les plus jeunes qui ne s'en souviennent pas, c'est un grand groupe industriel français qui a été absorbé au début des années 2000 par un grand groupe canadien qui lui-même a été racheté à la fin des années 2000 par Rio Tinto, qui est une multinationale anglo-australienne dont le capital a été cédé à 51% à un fonds d'investissement américain en 2011. Bref, vous voyez où je veux en venir. C'est comme ça que l'ouvrier français a vu son usine disparaître et que lui-même s'est retrouvé noyé sous le raz-de-marée de la mondialisation. Il n'était pas assez compétitif, alors il n'a pas fait le poids. La France n'a pas fait le poids. Il en est allé de même en ce qui concerne l'agriculture. C'est ce que les agriculteurs, d'ailleurs, que ce soit chez moi, en Limousin ou partout où ils restent encore, à ne pas compter leurs heures pour même pas un SMIC à la fin du mois, c'est ce que les agriculteurs ont dénoncé en ce début d'année 2024 et qui continue d'alimenter à l'heure actuelle une révolte qui gronde à l'heure où je vous parle et dont on entendra sans doute parler très bientôt. C'est le marché global, libre, qui les laisse seuls dans l'arène de la concurrence libre et non faussée mondiale. Les agriculteurs français, eux non plus, ne pèsent pas bien lourd face aux fonds d'investissement qui détiennent la terre en Ukraine et qui font travailler des ouvriers agricoles à 50 € la semaine. Et ils ne font pas le poids non plus face aux normes absurdes qu'on leur impose, normes qui ne pèsent pourtant pas sur les produits que l'on accepte d'importer. Donc tout cela, c'est le fruit d'un processus, bien évidemment, ça n'est pas arrivé d'un coup, ça s'est fait sournoisement, pourrait-on dire, dans un contexte où la crise est devenue un état permanent, où le chômage a atteint les 10%, il est devenu structurel, c'était pas « il y a une petite crise, allez, il y a 10% de chômeurs, on revient à la normale ». Non, c'est 10% tout le temps. Voilà. Dans un contexte où l'inflation prive les Français de biens de plus en plus essentiels, biens essentiels qui se mettent à manquer de plus en plus souvent. Donc comme ça, c'est pas grave. Et on en arrive à une situation où, en plus de l'inflation galopante, de la hausse des taxes, des prélèvements obligatoires, on a dans le même temps la diminution de l'accès aux services que ces taxes et ces prélèvements obligatoires devaient servir à payer. Donc c'est un petit peu à se demander où passe l'argent. C'est comme si l'État français était devenu une espèce de machine à saigner le travail des Français, comme s'il avait besoin de toujours plus, qu'il était devenu une espèce de monstre insatiable. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi, mais désormais, on attend des Français qu'ils s'habituent à l'intolérable, comme si c'était normal, qu'ils s'habituent à être en insécurité physique, en insécurité financière, matérielle, et en insécurité quant à leur identité et notre identité collective. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Et c'est peut-être difficile à croire, mais c'est le cas. Il suffit de parler à des personnes qui ont connu cette époque bénie, où il y a 50 ans, on pouvait se promener dans les rues sans trop craindre de se retrouver planté pour une cigarette refusée.
Difficile de croire que nos anciens allaient bosser en se disant que quoi qu'il arrive, ils retrouveraient du travail. Combien de fois ma grand-mère m'a raconté mon grand-père, le soudeur à l'arc, qui organisait des grèves pour les usines où il ne travaillait pas. Et s'il se faisait virer, de toute façon, il trouvait un boulot le lendemain. Tellement il y avait de quoi faire. Donc, dur de croire aussi que il y a encore pas si longtemps, si le pire arrivait, qu'on avait un accident de la vie, eh bien, on était pris en charge par la sécurité sociale, qui était payée par les cotisations de tous. Bref, difficile de croire qu'il y a 50 ans, nous n'avions pas en permanence cet affreux sentiment que tout est en train de s'effondrer autour de nous. Enfin, tout. Pas les taxes, pas les prix et pas la mortalité infantile, quand même. Les signaux faibles de la tiers-mondisation de la France. Regardez ce qui s'est passé dans les DOM, ce qui a commencé dans les DOM il y a quelques semaines. C'est l'étape juste après ce qui est maintenant dans la France périphérique, oubliée des métropoles. Alors, je dois vous faire une confidence, c'est que je suis arrivée à Paris ce soir. Je connais un petit peu Paris, puisque j'y ai vécu 4 ans quand je devais y travailler, comme beaucoup de gens. Mais j'habite au fin fond du Limousin, dans un de ces endroits oubliés du monde. Parfois, on se dit que c'est pas plus mal. Et je suis frappée, en fait, par l'insouciance qui règne ici, comme partout dans les grandes villes. On a un petit peu l'impression, en fait, quand on vient de l'extérieur, que ces espèces de méga-cités se sont autonomisées, qu'elles ont fait sécession et qu'elles vivent sans le moindre souci du monde extérieur, du monde qu'il y a à l'extérieur de ces citadelles. Alors qu'à l'extérieur, la vie est rythmée par les discussions sur les pénuries, sur la hausse des taxes, sur l'installation forcée d'éoliennes, de panneaux solaires, sur les coupes rases, sur le pillage des ressources qui constituent notre patrimoine national. Insouciance et pourtant tout ce qui permet aux gens de vivre ici et dans les autres métropoles n'a pas été produit ici. Il a été produit ailleurs, dans ces territoires oubliés, comme on dit, dont les dirigeants, dont les citadins n'ont pas l'air d'avoir trop cure, mais la nourriture a été produite hors de Paris, a priori, ce que vous avez mangé ce soir a été produit hors de Paris. Les maisons dans lesquelles vous habitez ont été construites et réparées par des gens qui ne vivent pas dans Paris. On a vraiment l'impression d'être entre deux mondes, en fait. Moi, j'ai eu l'impression, là, ce soir, d'arriver dans une autre dimension, sur un autre plan. Et cet autre plan dépend du premier. Mais j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié. Alors, l'idée de ce livre, eh bien, elle est partie d'un constat. Celui que nous faisons tous aujourd'hui, du moins hors des villes, mais aussi, je me doute bien qu'il y a nombre de gens dans cette salle. Parmi vous, même si vous habitez à Paris, vous en êtes conscients de cette réalité. C'est que c'est la merde. On va se le dire franchement. Voilà. C'est tout simple comme idée, mais c'était le point de départ de ce livre. Sa réalisation, en revanche, a été un petit peu plus complexe. Elle a été le fruit d'une volonté de comprendre pourquoi et comment. Parce que, à titre personnel, je pense que l'histoire a un sens. Les choses n'arrivent pas de manière absurde. Elles arrivent pour des raisons qui sont complexes, qui ont des ramifications historiques, politiques, parfois des causes géographiques, voire climatiques. Mais la France ne s'est pas tiers-mondisée par l'opération du Saint-Esprit. Ça, déjà, c'est sûr. Bon, la publication du livre, on en parlera plus tard, mais il a été le fruit d'une certaine détermination et pugnacité, parce que il y a des choses que vous savez si vous suivez la chaîne, il y a aussi des choses que vous ne savez pas, dont je n'ai pas encore parlé publiquement. On y reviendra.
Donc, la quête de sens, c'est finalement ce qui nous meut avec l'équipe du Fil d'Actu depuis les débuts de la chaîne, il y a presque 10 ans maintenant. Et c'était le point de départ, en fait. Rechercher le sens dans un monde médiatique saturé de polémiques stériles, d'événements qui nous semblaient déconnectés les uns des autres, d'analyses qui n'étaient finalement que des réactions que l'on oubliait aussi vite qu'on les avait entendues, mais qui pourrissaient pourtant nos cerveaux. Donc c'est ce qu'on a voulu faire, retrouver un petit peu le sens profond des choses. Ça a impliqué parfois de laisser passer la caravane du cirque médiatique, de s'éloigner du bruit pour pouvoir comprendre, sans boucan permanent qui nous parasitait, les tenants et les aboutissants de ce qui se passait. Depuis 10 ans que je fais des vidéos d'analyse et d'actualité sur YouTube, eh bien, les choses se sont considérablement dégradées. On en conviendra tous ici, j'imagine. Surtout que je suppose aussi que vous n'êtes pas là pour rien. C'est que la situation est grave et que les problèmes sont très complexes. Mais déjà en 2015, au moment du lancement de la chaîne, en fait, personne ne semblait avoir l'envie de remonter à la racine, à la cause des problèmes pour les expliquer. Et tous les gens dont c'était le travail, qu'ils soient journalistes, donc leur travail à eux, c'est d'expliquer le réel, ou les politiques, dont le travail est plutôt de proposer des solutions, eh bien tous semblaient avoir cédé à la facilité des polémiques bidons qui durent 5 minutes, et tous semblaient avoir abandonné le travail de fond. Objectivement, ça ne s'est pas trop amélioré depuis. Mais il y a aussi des choses qui ont émergé, et ça, c'est très positif. Mais donc, avec le Fil d'Actu, ce qu'on a choisi de faire à la base, c'est de sortir de notre zone de confort pour aller au fond des choses. Alors, pourquoi je vous parle du Fil d'Actu, de YouTube, tout ça? En fait, c'est parce que ce livre, c'est la suite logique de la démarche qu'on a initiée avec le Fil d'Actu, à savoir cette démarche de quête de sens. Il a fallu remettre en question tous nos modes de pensée et repartir du réel, en fait. La seule chose qui est à notre portée, que l'on peut transformer, que l'on peut comprendre, c'est le réel, c'est ce qui est maintenant. Tous ceux qui, au Fil d'Actu, d'ailleurs, ont refusé cette démarche, sont retournés dans les rangs des militants où les 3 d'entre nous qui restons dans l'équipe du Fil d'Actu avions aussi été formés. Donc, il a fallu se détacher des idéologies, aussi bien celles que le système dans lequel nous avons tous grandi et vécu nous avait mis dans le crâne, que celles que nous nous étions choisies en réaction à cela. Et on en est arrivé à une conclusion qui finalement était plutôt un point de départ, c'est-à-dire que rien de ce que nous avions à disposition ne nous permettait d'expliquer ce qui se passe de manière satisfaisante. C'est un peu le risque quand on en voit balader tous les schémas toxiques et foireux qui nous ont conduits et guidés pendant des années. On se retrouve un peu seul pendant un moment, obligé d'apprendre par soi-même, de se forger soi-même une boussole, des outils, de dessiner soi-même ses cartes. Et c'est compliqué parce que il faut se former, il faut remonter à la racine du mal qui nous ronge. Donc pendant plusieurs années, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait en tournant autour de la vérité sans réussir véritablement à la trouver. C'est parce qu'elle nous avait été bien cachée par ceux qui avaient un intérêt pour mieux piller la France sans qu'on ne se rende compte de rien. Mais ça, on ne le savait pas encore. Alors on était là, on a passé quelques années quand même. D'ailleurs, ceux qui suivaient ici le Fil d'Actu, vous avez dû voir quand même une évolution et parfois des errements, des égarements, presque des illuminations à certains moments aussi. Donc on a fait ça, de vidéo en vidéo, qui étaient de moins en moins nombreuses, de plus en plus longues, mais aussi avec de plus en plus de fond, à s'arracher les cheveux pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et parfois, c'est vrai, on arrivait à saisir une part du réel grâce à des moments comme celui des Gilets jaunes. Grâce aussi à des auteurs comme Christophe Guilluy, je suppose dont vous connaissez la thèse principale, qui est celle de la France périphérique, c'est peut-être l'un des rares intellectuels médiatisés qui ne prend pas de haut qui que ce soit, mais qui tente
de donner un état des lieux factuel de la fracture qui divise la France entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. C'est peut-être parce qu'il est géographe et que donc, en ce sens, il est beaucoup moins perclus de certitude aussi que tous les sociologues et autres intellectuels habituels à la Jérôme Fourquet qu'on voit sur les plateaux. Mais bref, ça c'était pour Jérôme Fourquet. Il en prend 2-3 aussi dans le livre. Hein. Ça fait plaisir et ça débarrasse. Bref, malgré ça, il y a des moments où on a touché du doigt un petit peu les réponses, mais ça nous satisfaisait toujours pas, parce que ça ne donnait pas une vision de la totalité du tableau. Et ça ne permettait surtout pas d'expliquer comment ni pourquoi on en était arrivé là, à ce sentiment que deux mondes, en fait, coexistent en France. Et parce que c'est pas seulement une histoire de géographie, une opposition ville-campagne, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Et donc, on s'est mis à remonter plus loin. Alors, il se trouve que, coïncidence, on a remarqué qu'il y a eu beaucoup de tournants pour le monde occidental et pour notre pays dans les années 1970. Donc, c'est le début de notre déclin industriel, des délocalisations, c'est le début des crises à répétition qui vont devenir l'état normal de notre économie. C'est le début vraiment du mouvement de mondialisation des échanges, de la libre circulation des capitaux et des personnes et des biens à l'échelle mondiale. C'est des bouleversements géopolitiques majeurs qui se passent et qui ont des influences encore jusqu'à aujourd'hui. C'est le début vraiment de la souveraineté totale du dollar sur le système monétaire mondial. C'est l'imposition dans les ministères et les hautes administrations de dirigeants et de cadres issus de la finance, issus des banques d'affaires. Peut-être tout cela a-t-il un lien. Bref, c'est l'intégration aussi de plus en plus importante et stricte de notre pays au marché unique européen. C'est aussi la dissolution de la société de classe. Bref, il y avait beaucoup de choses qui étaient concomitantes quand même et qui se passaient dans les années 70. Quant à savoir si ça avait une cause commune, tant qu'on n'a pas un peu cherché, on ne peut pas l'affirmer. Mais comme dans toute quête, il faut bien partir de quelque chose. Donc on est parti de cette intuition que c'était par là. Et un jour d'avril 2023, la lumière s'est allumée. Comment ? Non, ça fait pas longtemps. Et c'est pour vous dire le nombre d'années qu'on a cherché. Oui, parce que là, je parle déjà depuis longtemps, mais en vrai, j'ai condensé 8 ans de boulot dedans. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, quand même, on se posait la question déjà de la souveraineté, de la réindustrialisation, de notre modèle agricole. Et c'est au cours de ces recherches-là que Tommy, qui est rédacteur en chef du fil d'actu, ici présent, que vous avez vu d'ailleurs, dont vous vous souvenez sans doute ici, pour ceux qui étaient là, débattre avec Jacques Sapir sur cette question-là, exactement. Eh bien, Tommy est tombé au détour d'une de ses lectures d'un obscur livre d'économie du début des années 70. Il est tombé sur les chiffres de l'APIB. Oui, l'APIB. Ceux qui savent, vous savez. Mais c'est qu'au début, il croit à une erreur de typographie. Parce qu'il se rend compte que... mais il se rend compte en fait que l'erreur typographique se répète au fur et à mesure du livre. C'est-à-dire que partout, c'est écrit l'APIB, l'APIB, l'APIB. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on se rend compte que jusqu'au milieu des années 1970, pour mesurer l'état de notre économie, on parlait bien de l'APIB, la production intérieure brute. C'était l'indice principal qui permettait de mesurer la bonne santé, ou la mauvaise, a priori la bonne à ce moment-là, économique de la France. Et ça n'a pas l'air de grand-chose, hein, ce tout petit article, mais aujourd'hui, on mesure, l'indice principal qui permet de mesurer la richesse du pays, c'est le PIB, le produit intérieur brut. Ça ne veut pas du tout dire la même chose. Le PIB est apparu en 1976, puis en fait, il a été rétrospectivement appliqué à toute la comptabilité nationale
depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre. Donc en fait, c'est-à-dire que jusqu'au milieu des années 70, on mesurait l'économie française en fonction de la production, des biens matériels qu'elle produisait. Et puis à partir de 1976, on s'est mis à ajouter tout un tas d'autres facteurs qui permettaient de mesurer non plus la production, mais le produit intérieur brut. Et bon, je ne vais pas vous refaire toute la vidéo, hein, désolé pour ceux qui savent déjà, mais c'est une redéfinition fondamentale de la notion même de richesse qui s'est faite à ce moment-là. C'est une rupture totale dans la manière dont nous la calculons. C'est une réorientation aussi, du coup, des politiques économiques qui visaient à son accroissement, puisque la santé économique d'un pays vise, enfin, c'est la croissance du PIB, en fait. Donc, on a aussi modifié toutes les représentations collectives afférentes à cette question. Donc, en fait, on a redéfini la notion de richesse au milieu des années 70. Donc, jusqu'en 1976, c'était donc la production, soit la base matérielle. Après 1976, le PIB se met à inclure la création de biens et de services qui s'échangent sur un marché, ainsi que c'est tous les services non marchands et toutes les activités non matérielles. Donc, les contrats d'assurance, les crédits, les embauches d'employés domestiques, toutes les administrations, les salaires des fonctionnaires, voilà. Ça a été mis à jour plusieurs fois depuis lors. Non, mais c'est important. Hein. C'est hallucinant, en fait. Personne ne semblait être au courant. Non, mais vraiment, je vous dis, on a découvert ça, mais on s'est dit, mais c'est pas possible, en fait, que personne n'ait vu ce truc. Et donc, on en est arrivé à un stade où aujourd'hui, on inclut dans le PIB le trafic de drogue, voilà, la prostitution, les revenus imaginés en plus, puisque techniquement c'est illégal, donc, mais c'est pas grave, ça fait partie quand même de la richesse nationale. On inclut aussi les loyers imputés, c'est-à-dire le loyer, si vous êtes propriétaire de votre appartement, on inclut dans le PIB le loyer que vous vous verseriez à vous-même si vous étiez propriétaire, si vous étiez locataire, pardon. Voilà. Voilà, non mais ça c'est les énarques, hein, ils ont trouvé comment créer de la richesse à partir de rien. Mais bon, et donc cette prise de conscience, en fait, c'était la pièce qui manquait à notre tableau. À partir de là, tous les constats se sont imbriqués pour former un tableau cohérent. C'est-à-dire que le PIB, en réalité, a été utilisé pour masquer la désindustrialisation et objectivement, ce qui aurait été une très grave crise économique qui dure depuis 50 ans. Parce que si on était resté sur la production intérieure brute, là, on n'en serait même pas au niveau de déficit d'aujourd'hui. Enfin, je ne sais même pas combien de fois on aurait été en faillite. Hein. C'est délirant. Faut savoir que malgré ça, quand même, depuis 1973, les comptes de la France n'ont jamais été à l'équilibre ni excédentaires, ça va de soi. Toujours en déficit depuis les années 70. C'est quand même assez incroyable. Et ça, malgré le PIB, donc malgré le fait que les dépenses de l'État augmentent et contribuent donc à l'augmentation du PIB, contribuent aussi à l'augmentation du déficit, parce que, oui, quand on ne produit plus de richesse, eh bien, il faut bien se financer quelque part. Donc, on se finance où? Sur les marchés financiers, c'est pratique. Donc voilà, le PIB a été utilisé pour masquer la réalité, à savoir que la France produisait de moins en moins de richesses et donc, fatalement, s'appauvrissait. De même, on constatera quand même qu'à partir de l'ère Giscard, on a embauché massivement, l'État s'est mis à embaucher massivement de nouveaux agents. Encore une fois, pourquoi? Pour masquer la réalité du chômage provoqué par la désindustrialisation. C'est-à-dire que, alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça a commencé sous Mitterrand, en fait, cette espèce de gonflement des dépenses de l'État, etc. En réalité, ça a commencé avec Valéry Giscard d'Estaing, effectivement. Donc, pour vous donner juste un exemple, en 1974, il y avait 3,4 millions de fonctionnaires. À la fin du mandat de 7 ans, oui, c'est 7 ans, de Valéry Giscard d'Estaing, ils étaient 3,9 millions, plus 500 000 fonctionnaires. Allez, bim. En 1995, donc à la fin des 2 septennats de Mitterrand, 4,5 millions.
En 2007, à la fin de l'ère Chirac, 5 millions. Et en 2017, 5,5 millions. Les ouvriers, de l'autre côté, eux, ils étaient 7 millions en 1970. Ils représentaient 40% de la masse salariale. Aujourd'hui, ils sont 5 millions pour seulement 20% de la masse salariale. Voilà. Ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec plus de cadres que d'ouvriers. Et plus de fonctionnaires que d'ouvriers, absolument. Oui. Le PIB, c'est un indicateur mondial. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont fait le même trafic que la France? Ou c'est propre à la France d'avoir... Mais c'est partout, en fait. C'est plus ou moins partout, partir des... C'est qu'en fait, il y a eu le même mouvement. Enfin, oui, vas-y, si tu veux. La fin des années 60, en fait, et progressivement, ça s'est harmonisé dans les différents pays. En France, c'est un mouvement général. Dans tous les pays occidentaux, au moins. On va voir pourquoi, d'ailleurs, parce qu'il y a un lien, en fait. Enfin, il y a une... Dans le bloc soviétique, a priori, production, acier. Voilà, je crois que ça se posait là. Donc, bref, ce moment où nos dirigeants dans les pays occidentaux commencent à tenter de nous masquer la réalité de la chute de nos productions nationales, eh bien, il se trouve que c'est au même moment, dans les années 70, coïncidence, que se produit un grand changement au sein de la classe dirigeante. Alors, quand je parle de classe dirigeante, je parle de classe qui contrôle la production, qui organise la production, parce que sinon, c'est pas uniquement celle qui contrôle les médias, etc. Ça vient avec, évidemment, mais au fondement, quand même, de la direction de la société, il y a l'organisation de la production, puisque si on ne produit pas de quoi manger et de quoi vivre, on meurt. Donc, voilà. Donc, quand je parle de classe dirigeante, c'est la classe qui contrôle la production. Et il se trouve que dans les années 1970, la classe qui contrôlait la production, jusqu'alors, plus ou moins, à savoir les grands capitaines d'industrie, se retrouvent remplacés à la tête des entreprises par ceux qui possèdent les actions, les titres de propriété des entreprises, et en sus par tous ceux qui gèrent les portefeuilles d'actions. Celui que vous connaissez tous, c'est BlackRock. Voilà. C'est ce qu'on a appelé la financiarisation, en fait, de l'économie. Et ça s'est produit dans tout le monde occidental, pas uniquement en France. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une prise de pouvoir sur la production par une nouvelle classe. Alors, ce n'est pas une classe, elle n'a pas émergé de nulle part, elle existait déjà avant, puisqu'il s'agit de la bourgeoisie financière, à savoir les propriétaires des banques d'investissement, donc des actions, des gestionnaires de portefeuille, les banques d'affaires. Tout ce milieu-là, effectivement, faisait partie de ce qu'on pouvait appeler la bourgeoisie, mais n'en constituait qu'une partie. À partir des années 70, à la faveur de circonstances, d'une volonté que je développe dans le livre, parce que je ne vais pas avoir le temps sinon, mais voilà, et du déclin d'une bourgeoisie industrielle qui était affaiblie par les compromis qu'elle avait dû faire au sortir de la guerre, eh bien, cette bourgeoisie financière prend l'ascendant sur le monde occidental. Et alors, les capitaines d'industrie, les patrons, ceux qu'on appelait à l'époque les patrons, deviennent de simples gérants au service de ceux qui sont véritablement propriétaires de leurs usines, à savoir les détenteurs des titres de propriété des entreprises qui imposent leurs objectifs, leurs agendas de gouvernance des entreprises. Autant dire qu'à partir des années 70, le patron patriote, c'est terminé. Et le pire, en fait, dans cette histoire, c'est qu'à l'époque, personne n'a pris la mesure de ce qui s'est passé, puisque c'était, pour ainsi dire, une révolution de palais. Ça s'est fait sans bruit. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a toujours personne qui a pris la mesure de ce qui s'était passé, et de la supercherie, en fait. Que ça soit les marxistes, pour qui le petit artisan, patron de sa boîte, c'est un grand méchant, comme Bernard Arnault et les ultra-riches, ni les libéraux qui pensent que c'est encore en dérégulant un peu plus l'économie et en soumettant les entreprises françaises au marché, à la concurrence du marché mondial, que ça va régler les problèmes.
des deux côtés de l'échiquier politique, de toute façon, vous pouvez chercher, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des idiots utiles. Je suis désolée de le dire. Si vous y croyez encore, voilà. Moi, j'y crois plus. Vous avez le droit d'y croire. Mais depuis 50 ans, on n'a que ça. Et malheureusement, ils ne sont pas que des deux côtés de l'échiquier politique. Tous ces gens, ils sont aussi à la tête de la France. Et voilà. Parce que, évidemment, quand il y a une révolution de palais, le palais, ensuite, lui, il donne ses ordres et on va se retrouver avec une refonte totale de l'État, des institutions, pour, comme quand on met une arme à conformité, mettre la société à conformité avec le projet de la nouvelle classe dirigeante. Donc, les années 70, avec le basculement du rapport de force au sein de la classe dirigeante, eh bien, on va se retrouver avec des bouleversements profonds au sein de la société française. Et la France, comme tous les autres pays occidentaux, va voir son économie, son système politique, ses institutions, ses indicateurs économiques être réorganisés en profondeur, et ce, dans un laps de temps très très court finalement. Alors pourquoi ? Parce que l'organisation sociale et politique d'un pays correspond à la volonté de sa classe dirigeante. Si demain, c'est vous qui arrivez à la tête de la France, vous allez organiser la société de manière à servir vos intérêts. Et quand je dis vos intérêts, je ne parle pas de vos intérêts personnels, encore que s'il y en a qui pensent ça, levez la main qu'on vote jamais pour vous. Non, c'est bon, ok. Mais dans les intérêts de ceux que vous défendez, ceux dont le groupe social dont vous êtes issu et dont les intérêts correspondent aux vôtres. C'est logique, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, c'est tout à fait normal. Eh bien, cette bourgeoisie financière, donc la finance, comme on l'appelle plus communément, qui a eu les coups des franches, elle, depuis les années 70, eh bien, elle a fait la même chose. Elle a entrepris de réorganiser la société de manière à servir ses intérêts. Et pas uniquement en France, puisque c'est un mouvement qui a eu lieu dans le monde occidental dans sa totalité. Donc, de quoi elle a eu besoin ? Elle a eu besoin, donc elle l'a fait, elle a supprimé les entraves à la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, le marché libre, voilà. Elle a organisé les pays où c'était elle qui dominait à l'image qui lui convenait. Donc pour cela, qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle a placé ses agents dans les ministères, dans les hautes administrations, de manière à ce que, aujourd'hui, on a ceux qui font l'État, qui votent les lois, qui les appliquent, qui lui sont inféodés. Car tous ces gens ont remodelé l'État, ont remodelé les institutions pour servir la finance. Et en plus de ça, on se retrouve avec une élite culturelle, médiatique, qui est acquise à sa cause, idéologiquement, parce qu'elle y trouve aussi un intérêt, qui propage cette idéologie, sa vision du monde. Voilà, les trois piliers, finalement, d'une domination politique et sociale. Donc, elle a organisé la société à son avantage, dans son intérêt. Alors, quel est cet intérêt ? Bon, on va pas se mentir non plus. Quand on est propriétaire d'un titre de propriété d'une entreprise, qu'est-ce qu'on veut à la fin de l'année ? Voilà, on veut du bonus à la fin de l'année. Pareil, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est un fait. Quand on investit, c'est aussi pour avoir un retour sur investissement, sinon on perd de l'argent. Donc, l'intérêt de ceux qui possèdent les titres de propriété des entreprises françaises, eh bien, est d'obtenir un bonus le plus large possible à la fin de l'année. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Il faut que les gens qui travaillent pour eux dans leurs entreprises leur coûtent le moins cher possible. Il faut qu'ils produisent le plus de biens possible et qu'ils les vendent à des prix les plus élevés possibles. C'est quand même... voilà. Donc, quand on est un actionnaire basé à New York, on se fout que les gens qui fabriquent la voiture Renault, ils soient à Boulogne-Billancourt ou à Wuhan, on s'en fiche complètement en fait. Ce qu'on veut, c'est que chaque voiture fabriquée et commercialisée, elle rapporte le plus possible à la fin de l'année. De la même manière, vous êtes le patron de BlackRock qui gère des portefeuilles d'actions qui valent des milliards. Vous êtes payé à la commission sur le taux de profit réalisé par les entreprises dont vous gérez une partie du capital. C'est pareil, vous vous contrefichez que le paracétamol dont les Français ont besoin quand ils ont mal à la tête soit fabriqué par des Indiens ou dans une usine à Avignon. Voilà.
Et tout ça, encore une fois, c'est totalement légitime. Enfin, je veux dire, c'est juste un intérêt. Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est que ce sont ces gens-là, qui clairement n'ont pas l'intérêt de la France comme but premier, qui ont décidé à quoi notre pays devait ressembler. Il est là le problème. Et qu'en plus de cela, ils ont été aidés par d'autres gens, beaucoup plus graves, dont le rôle était de ne pas les laisser faire. Les dirigeants politiques. Parce qu'il y a toujours des intérêts divergents au sein de toute société. C'est d'ailleurs le compromis qui est issu de ce rapport de force entre ces différents intérêts qui va donner le contrat social. Donc le contrat social, on est tous d'accord, c'est l'accord tacite entre tous les membres de la société qui pose des règles à respecter pour qu'on puisse tous vivre sans trop se taper dessus, sans manquer trop de rien, en ayant à peu près de quoi manger, de se chauffer, de vivre dans une paix assez relative et à peu près en sécurité. Voilà, c'est le but du contrat social normalement. Donc, on va remonter juste à celui qui avait lieu avant l'arrivée de la bourgeoisie financière au pouvoir. C'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le pays était ravagé et il avait besoin d'organiser la production de tous les biens nécessaires à la vie des Français pour la reconstruction. Donc l'alimentation, le bâtiment et l'énergie notamment. Donc à ce moment-là, les Français, dans leur globalité, ont fondé un nouveau contrat social entre les Français qui avaient besoin de ça et qui fournissaient aussi la main-d'œuvre pour produire tout ce dont il y avait besoin, et les grands capitaines d'industrie français qui étaient propriétaires des moyens de production, qui étaient propriétaires des usines. Voilà. Et ce nouveau contrat social, en 1945, s'est fait sous la supervision de l'État français et de ses représentants, à savoir les dirigeants politiques, qui devaient faire et exécuter les lois en prenant en compte les différentes forces en présence et surtout la nécessité d'obtenir le consentement des deux parties de manière à pouvoir servir, in fine, les intérêts de la France, à court, à moyen et à long terme. Alors bien sûr, ça ne devait pas être facile pour les dirigeants de l'époque, je ne dis pas ça, parce que chaque groupe avait des moyens de pression. Les ouvriers, parce qu'ils étaient très 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 nombreux, que donc ils pouvaient se mettre en grève et arrêter la production, ce qui n'était pas du tout dans l'intérêt de la France, ni dans l'intérêt de la bourgeoisie industrielle, comme on l'a appelé après. Et la bourgeoisie industrielle, elle aussi avait ce moyen de pression, puisque étant propriétaire des moyens de production, sans eux, il pouvait y avoir tous les ouvriers qu'on voulait, il n'y avait pas d'usine. Donc voilà, il a fallu un petit peu contenter tout ce petit monde. Et à ce moment-là, c'est vrai, les intérêts donc, des producteurs, de tous les gens qui travaillaient à la production nationale, et les intérêts des propriétaires des moyens de production convergeaient en fait, et ils convergeaient tous vers la même chose qui était l'intérêt national. Et ça a tellement bien marché qu'on se souvient encore de cette époque sous le nom de 30 Glorieuses. Chapeau quand même. Et à ce moment-là, la France était numéro 1 dans des domaines variés, que ça allait de l'électricité à l'agriculture, en passant par tout un tas de biens industriels. Pourquoi ? C'est parce que l'État français, à ce moment-là, était au service du compromis entre les deux parties. Dans les années 70, évidemment, ça va commencer à coincer. Vu que la bourgeoisie financière s'est internationalisée, qu'elle n'est plus en France, qu'elle se fout que les Français mangent ou se chauffent, et se fout bien de la prospérité nationale, et que, à la tête de la France et des autres pays occidentaux, eh bien, cette même bourgeoisie financière a placé ses agents pour défendre ses propres intérêts, le résultat, le rapport de force déjà va changer. On se retrouve à désindustrialiser. Ces ouvriers qui pesaient fort dans la balance, bien, comme ils sont de moins en moins nombreux, ils pèsent aussi de moins en moins lourd, forcément. Les agriculteurs, on va leur mettre le couteau sous la gorge en leur vendant les aides de la PAC. Donc, c'est-à-dire que le rapport, là où il y avait une balance en fait qui était à peu près équilibrée entre les uns et les autres, entre les producteurs et les propriétaires des moyens de production, eh bien là, elle va se déséquilibrer en défaveur des producteurs et en faveur de la finance. Et c'est ainsi que la France va se retrouver en fait victime d'une gigantesque OPA, visant non seulement à piller la richesse produite, mais à la vider de ses moyens de la produire.
c'est même pas qu'on a été victime d'une trahison de la part de nos dirigeants. Hein. C'est qu'en une décennie, en fait, nos dirigeants, qui étaient serviteurs auparavant du compromis dans l'intérêt national, ils ont été remplacés par des serviteurs purs et simples de la finance. Et de là, la saignée a pu commencer. Donc ce n'est plus, à partir de ce moment-là, l'intérêt des Français qui compte, mais celui de l'élite financière mondiale. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour porter un jugement moral. C'est un fait bien concret. Il y a eu besoin de détruire l'outil de production en France pour pouvoir piller. Donc, ils ont fait la libre circulation des capitaux. Là où les anciens capitaines d'industrie, la bourgeoisie industrielle patriote, avaient besoin d'un tissu industriel fort. Donc, le compromis était possible. De même, la finance a eu besoin de donner l'illusion que rien n'avait changé quand même, parce que sinon, ils se seraient retrouvés avec des révoltes sur les bras si les Français n'avaient plus accès aux biens dont ils avaient besoin. Donc, elle a instauré la libre circulation des biens. Vous inquiétez pas, c'est toujours la même chose, juste on paye ça moins cher et c'est fabriqué par les Chinois. Ça va durer toujours, vous inquiétez pas. Et de même, elle a eu besoin de ses larbins. Donc, elle les a installés aux portes des villes, via la libre circulation des personnes. Elle a fait venir de la main-d'œuvre immigrée, corvéable à merci, qu'elle a entassée dans les banlieues pour venir la servir. Et tout ça a été gravé dans le marbre des décisions politiques, des lois, des institutions. Tout a été organisé pour ça. Et vous regardez aujourd'hui qui on a comme président de la République, on a l'incarnation suprême de cet état de fait, de ce processus. Macron, ancien banquier d'affaires, chez Rothschild, qui finalement continue de piller ce qui reste. On ne va pas parler d'Alstom ce soir parce que sinon on va s'énerver. Non mais c'est vrai. Mais voilà. Donc on se retrouve avec ça. Et en plus, ils nous l'ont vendu. Ah, ils ont bien fait le coup les salauds. Hein. Ils nous l'ont vendu avec un discours extrêmement positif pour faire passer la pilule à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents. Hein, en leur disant, vous inquiétez pas, vos gosses, ils iront pas se casser le dos sur des chantiers, ça va être une meilleure vie, vous aurez accès à tout ce que vous voulez, vous vivrez comme des riches avec des revenus de merde. La mondialisation heureuse, la croissance du PIB, pas de la PIB, hein, parce que voilà. Donc, et en plus en nous disant que, en associant tout ça à un terme en plus qui a une valeur tellement forte pour notre pays, c'est la liberté. On nous a dit que c'était la liberté, tout ça. Et en parallèle, donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dénigré les métiers manuels, trop associés à la production. Ils n'en voulaient plus en France. Donc, non, surtout pas. Dans le paradis métropolisé de la finance, tout le monde a un bullshit job dans un bureau, en ville, et tout va bien. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que ça a marché? Ça a un peu marché, mais pas complètement. Parce que ils n'ont pas réussi à effacer les producteurs ni de l'histoire, ni du pays. De fait, il y a toujours des ouvriers, des paysans, des artisans, des gens qui produisent ce dont on a besoin. Parce que s'ils n'étaient pas là, on ne serait pas là, nous, en fait. Donc, ils sont toujours là. C'est simplement qu'ils ont été effacés des récits. Ils ont été effacés des représentations, des médias. Ça fait 50 ans que... quand on te parle des ouvriers, c'est on te parle, t'as l'impression qu'on te parle du 19e siècle, quoi. Enfin, ils n'existent plus, ils sont plus là, mais ils sont quand même encore 5 millions. Enfin, c'est pas rien dans le pays. Mais non, je sais pas, on regarde la presse, les médias, on a l'impression que tout le monde est journaliste, consultant, prof, cheminot, éventuellement, quand il y a des grèves, voilà. Et que tout le monde bosse dans des métiers de service. Non, mais c'est fou, hein, ce qu'ils ont réussi à faire, alors que... Mais c'est ça, c'est qu'ils les ont en fait virés des villes. Parce que forcément, ça rentrait pas dans le récit ou de l'utopie financière. Donc, ils les ont virés géographiquement, parce qu'ils voulaient plus les voir non plus. Donc, ils les ont mis où? Dans la France périphérique. C'est là que Guy, lui, vient nous être extrêmement utile. C'est que tous les métiers de production, la plupart, en fait, se sont retrouvés exclus des centres-villes. Et notamment des grandes villes, puisque les petites villes de la France périphérique. Bonne soirée. Et c'est ça, en fait, qui explique, je crois, ce sentiment que deux mondes coexistent dans le même pays sans jamais se parler.
Quand on arrive de la campagne et qu'on met le pied ici et qu'on se dit mais waouh, je suis sur une autre planète. Et c'est parce que les deux mondes en fait qui coexistent au niveau géographique sont le reflet finalement de l'ordre social qu'a établi la classe dirigeante. Parce que c'est quoi finalement son utopie? C'est effectivement au centre, le point névralgique, les grandes villes où sont concentrés les jobs, les emplois directement liés à la classe dirigeante ou qui assurent son bon fonctionnement, ou qui vivent de l'essor de la finance, qui sont souvent des métiers à haute valeur ajoutée, plutôt improductifs, des emplois de marketing, de publicité, de consulting, des métiers d'encadrement, de conseil. Pareil, je dis pas ça comme des jugements de valeur. Enfin, il suffit de prendre les statistiques en fait des catégories socio-professionnelles et leur localisation. Alors des fois, ça demande un petit peu de travail pour croiser les données parce que on a l'impression que l'INSEE s'amuse aussi à changer les indicateurs au fur et à mesure, mais c'est encore une autre question. Mais vraiment, il y a comme un calque en fait qui a été mis entre l'organisation sociale et l'organisation géographique. C'est hallucinant. Donc on a ça. Autour, on a toute une armée de fonctionnaires qui ne sont pas exclusivement localisés dans les métropoles. Ils sont aussi effectivement, d'ailleurs métropoles, ils sont aussi les fonctionnaires sont aussi dans les colonies. Voilà, dans la France périphérique, garants du bon fonctionnement du système, qui sont bien répartis sur tout le territoire, et que la classe dirigeante jusqu'ici a chouchouté, au moins dans les paroles, jusqu'à ce que là, on arrive quand même à un stade où elle ne peut plus le faire, puisque quand on ne produit plus de richesse, il n'y a plus d'argent, on ne peut plus payer les fonctionnaires, il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Je ne vous refais pas l'épisode du budget, là. Voilà. Et en parallèle, elle a développé aussi tout un tas de services à la personne, puisque les gagnants du système, les gagnants de la mondialisation, ils ont besoin de domestiques à portée de main pour toutes les tâches qui sont non délocalisables. Et ces tâches-là, comme on l'a vu, ils les ont faites assurer par une main-d'œuvre docile, sous-payée, importée de l'étranger à la faveur de la libre circulation. Et ces gens-là, la classe dirigeante les a entassés donc aux portes des villes, dans des banlieues, ironiquement, qui avaient été construites pour loger des ouvriers. Parce que je rappelle qu'avant, des usines, il y en avait partout, en fait, en France. Il y en avait aussi bien... Est-ce que quelqu'un peut me retrouver le nombre d'ouvriers qui étaient employés aux usines Renault de Boulogne-Billancourt, s'il vous plaît? Je n'ai pas le chiffre sous la main, mais c'est plusieurs dizaines de milliers. 20 000. Et donc, sauf que comme on l'a vu, les usines ont fermé, les ouvriers n'en avaient plus besoin, donc comme les Chinois allaient faire le job. Donc voilà. Donc, tous ces ouvriers se sont retrouvés dans les campagnes et dans les petites villes, dans tous les lieux oubliés finalement de la mondialisation. Et ainsi, les ouvriers, les artisans allèrent rejoindre les autres producteurs, les paysans, qui, de par leur travail, se trouvaient déjà localisés plutôt à la campagne. C'est sûr que pour faire pousser des champs, pour des champs de blé, on a un peu besoin d'espace, donc c'est pas sur les toits de Paris qu'on va le faire, même si la mairie de Paris s'imagine que elle va pouvoir nourrir une population avec des fermes sur les toits qui produisent 3 kilos de légumes par an. Voilà. Bref, pendant un temps, ce modèle a quand même bien marché, puisque les Français, on avait accès aux biens de consommation moins chers. Il y avait des politiques de redistribution qui compensaient tous les défauts structurels et le chômage. Et en plus, on promettait une ascension sociale aux enfants d'ouvriers qui, comme j'ai dit, n'iraient plus se casser le dos à l'usine et finiraient pas épuisés et cassés par une vie de labeur. Donc, voilà. 35 000 oh. Oui, non, mais voilà, vous vous rendez compte? C'est plus que la population de la Creuse, je crois, à l'heure actuelle. Non, mais c'est vrai. Ah ben si. Faudra vérifier la population de la Creuse. Mais bref, donc vous voyez, cette utopie est devenue cauchemar, dystopique, petit à petit. Puisque le projet
de la classe dirigeante et son organisation sociale, à un moment, fatalement, sont venus se fracasser contre le mur de ce qui s'appelle la réalité. Voilà. Parce que déjà, évidemment, l'abandon de la production, ça veut dire diminution de la richesse nationale. Et ça, même des indicateurs comme le PIB ne peuvent pas le masquer. Ça veut dire donc moins d'argent pour la redistribution. Ce qui veut dire on a besoin de prendre plus aux gens qui la produisent, la richesse, ou de couper dans les dépenses. Hein, voilà, Michel Barnier et son plan de sauvetage de l'économie française, c'est juste sur 2025, de trouver 60 milliards, donc 40 en coupe budgétaire, 20 en hausse d'impôts. C'est la synthèse du problème. Hein. C'est-à-dire qu'on ne produit plus, donc la masse de la richesse s'effondre, donc il y a besoin de toujours plus de redistribution pour pallier les conséquences de ce modèle. Donc on va toujours plus emprunter sur les marchés, mais aussi, comme on va avoir de moins en moins de capacité à rembourser vu qu'on ne produit plus, c'est un cercle vicieux qui fait que les marchés ont de moins en moins confiance, donc on se retrouve avec des intérêts toujours plus élevés. Enfin, vous voyez bien où le cercle vicieux nous mène. En tout cas, ça ne peut pas bien se terminer. 1973, oui, voilà. Ça dure depuis 50 ans. Oui, alors, oui, il y a eu la période de transition, effectivement. Deuxième conséquence, c'est que ceux-là même que la classe dirigeante avait dorloté pour faire oublier l'existence des producteurs, à savoir ses services, sa classe moyenne, et notamment ses fonctionnaires, il n'y a plus d'argent, donc on est obligé d'arrêter de leur faire croire qu'ils sont le centre du monde. Désolé pour eux. Et ça se passe mal. Mais bon, ils votent toujours Macron à la fin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh oui, on a ce qu'on mérite des fois. Et troisième conséquence négative, troisième contradiction contre laquelle vient se toper le modèle, c'est évidemment la concentration dans les banlieues de populations issues de l'immigration, sans aucun contrôle politique, sans aucune politique d'intégration, qui mène à toute l'insécurité, aux tensions communautaires, voire à la délinquance et à l'islamisme, comme on en a des exemples à peu près tous les jours dans les journaux. Et ce mur du réel, qui est quand même de plus en plus imposant et de plus en plus difficile à nier, il est pourtant nié par tous les relais médiatiques de la classe dirigeante. Mais il est aussi vécu par des gens qui sont de plus en plus nombreux, sous forme de chômage, d'inflation ou d'insécurité. Et tout cela, ça crée encore une limite au modèle, à savoir le ressentiment, une colère qui ne demande qu'à exploser. Et le problème, déjà à cela s'ajoutent aussi des problèmes créés à l'extérieur de son modèle, puisque la production, elle n'a pas disparu, elle a été juste délocalisée, en grande partie. Donc, pour les pays qui, depuis 50 ans, produisent pour nous, là, ils commencent aussi à montrer des signes qu'ils ne veulent plus, qu'ils ne vont peut-être pas continuer à le faire longtemps. On l'a vu au moment, ne serait-ce que de la pandémie de Covid, quand la Chine a décrété que finalement, les masques et les équipements médicaux dont on avait délocalisé la fabrication chez eux, finalement, ils allaient les garder pour eux parce que ça allait peut-être leur être utile. Et nous, on s'est retrouvés un peu marrons. Voilà. C'est dommage, avec des soignants qui portaient des sacs poubelles pour se protéger d'un virus dont on ne savait pas à l'époque s'il était vraiment dangereux ou pas trop. Voilà. Et de même, en fait, ça va avec, mais tout l'essor des BRICS, qui permet en fait à ces pays qui sont devenus nos ateliers de production, leur permet des politiques économiques beaucoup plus conquérantes en fait vis-à-vis de nous, vis-à-vis de l'Occident, dont elles ont récupéré à la fois les usines et le savoir-faire. Et en plus, ils sont formés chez nous. Donc, ils peuvent se permettre de refuser ce modèle-là et de dire maintenant la mondialisation, les gars, c'est fini et il n'y a rien que vous puissiez faire contre ça. Et en plus de ça, donc toutes les tensions géopolitiques qui découlent de cette fin de la mondialisation, on ne va pas reparler de l'Ukraine, pareil, parce que sinon on y est encore demain, mais disons qu'il y a quoi
comme un des enjeux principaux en Ukraine, c'est la terre qui est extrêmement riche et qui permet la production de blé au point que l'Ukraine est le 2e producteur de blé mondial. Donc évidemment, c'est une guerre pour la production. Et d'un côté, on a les fonds d'investissement américains qui souhaitent conserver le monopole du contrôle sur la production et pouvoir délocaliser les agriculteurs européens en Ukraine, en gros, pour que ça coûte moins cher. Et puis de l'autre côté, la Russie qui joue la carte de la Russie. Je ne vais pas en parler maintenant. Enfin bref, le modèle bat de l'aile. Hein, on va le résumer comme ça. Le truc, c'est que les gagnants actuels, enfin les gagnants qui commencent à tanguer un peu, mais les gagnants actuels du modèle, eux, ils ont intérêt à le rester et ils ont intérêt à ce que l'organisation sociale qu'ils ont établie perdure. Mais il y a un autre problème avec son modèle, c'est que le statu quo ne lui suffit pas. Elle doit toujours accroître plus son profit. Elle doit donc piller toujours plus, elle doit toujours trouver des réductions de coûts ou des augmentations de productivité de manière à augmenter systématiquement son taux de profit. En l'occurrence, en France, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pille toutes les ressources de la nation. Je ne vais pas m'étendre sur le pillage du bois notamment, mais aussi de l'eau, enfin on pourra en parler pendant des heures, qui se passe aujourd'hui aux 4 coins de la France. Les coupes rases partout de bois qui sont vendus aux Chinois par des courtiers, c'est délirant. Comment ? Oui, c'est dans mon livre, effectivement. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans mon livre. Donc en fait, après 50 ans de ce modèle-là, on arrive forcément à un point de rupture. Se dessine, on le voit aujourd'hui, une fracture irréconciliable entre, en gros, 2 parties. D'un côté, la classe dirigeante, dont l'intérêt est de se maintenir au pouvoir au détriment des intérêts de la France et de sa capacité à produire ce dont elle a besoin, et qui a donc un intérêt opposé à celui de la France. Hein, parce que concrètement, si la finance continue de vivre, cela implique à plus ou moins court terme la mort de la France. Je parle de mort physique et réelle, hein, parce qu'on n'aura plus rien en fait, physiquement, on va mourir. Et donc d'un côté, le bloc de cette classe dirigeante, avec autour d'elle tous ceux qui ont intérêt à ce qu'elle reste au pouvoir pour continuer d'exister, donc c'est l'Arbin. Et de l'autre côté, les producteurs, les actuels perdants du modèle depuis plusieurs décennies, les artisans, les ouvriers, les paysans, les petits patrons qui produisent encore de la richesse concrète dans l'arène de la libre circulation, avec au pied le boulet des prélèvements obligatoires, de plus en plus important d'ailleurs, pour pallier les dysfonctionnements du modèle. Et eux, ces producteurs, ont intérêt à ce que la pression fiscale et sociale qui pèse sur eux diminue. Et ils ont intérêt à être protégés de la concurrence déloyale, de manière à pouvoir faire en paix leur travail, qui n'est rien de moins ni rien de plus que faire vivre la France et les Français, produire la nourriture, l'énergie et les biens de toutes sortes dont on a besoin. Donc on se retrouve dans une situation un petit peu compliquée. Enfin, c'est pas si compliqué que ça, mais par contre, ça peut être assez brutal, où notre pays se retrouve avec 2 groupes aux intérêts opposés. L'un, dont l'intérêt est contraire à l'intérêt de la France, et même mène à sa destruction. L'autre, dont l'intérêt, au contraire, converge avec l'intérêt de la nation française. Le problème, c'est que ce sont les premiers qui dirigent, qui gouvernent. Et que tant qu'ils continueront de diriger, les choses, fort logiquement, ne peuvent qu'empirer. Donc, on peut peut-être le résumer comme ça, c'est que les intérêts de la survie de la France sont incompatibles avec la survie de sa classe dirigeante. La seule issue, aujourd'hui, c'est de bâtir un nouveau contrat social, en fait. Une nouvelle organisation de la société centrée sur la production comme priorité nationale pour répondre aux besoins des Français
avec ses producteurs et donc leurs besoins comme priorité nationale. Comme dirait Léo Dagan, il va falloir tout cramer pour repartir sur des bases saines. C'est un vaste programme. J'esquisse ça d'ailleurs dans le dernier chapitre du livre. Mais donc, voilà ce qu'on trouve quand on cherche à comprendre comment on en est arrivé là où on en est. Bon, à défaut d'être parfaite, à défaut d'être agréable à entendre, ce sont pour moi des explications assez satisfaisantes et qui ont le mérite au moins de pointer dans une direction positive, en tout cas plus positive que ce à quoi il nous est permis d'espérer aujourd'hui. Alors évidemment, quand on comprend un petit peu tout ça, on se dit bah, faut l'écrire quand même. Enfin, il y a personne qui a écrit un livre là-dessus. Là, il faut le faire. Voilà. De la même manière que pendant cet exposé, j'ai pas pu tout dire. Eh bien, en vidéo, on ne peut pas tout dire. Et puis, les paroles s'envolent, les écrits restent, hein, comme on dit. Donc, il fallait le poser par écrit. Donc, quand j'ai terminé le manuscrit, je me suis dit non, mais rétrospectivement, en fait, je me rends compte à quel point c'était de la naïveté de ma part. Mais que voulez-vous, on en apprend tous les jours. Je me suis dit, bah oui, les éditeurs, ils n'auront aucun problème à publier ça. Ben oui. Je sais pas à quel moment je me suis dit que ça allait pas être un problème pour des éditeurs qui ont pignon sur rue de publier un livre qui explique qu'ils sont des parasites et qu'il faut leur enlever leur pouvoir. Non, mais pourquoi pas. Bon, ceci dit, enfin. Si vous avez suivi un petit peu les aventures sur la chaîne, vous savez ce qu'il en a été. Après, bon, je voulais quand même un éditeur qui soit un petit peu distribué, parce que si c'était pour aller chez un petit éditeur pas distribué, ben autant créer notre maison d'édition. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. D'ailleurs, avec mon fiancé ici présent, Tommy, qui avait une formation en édition, il savait pas quoi en faire. C'était voilà, c'était l'occasion. Ça a servi, voilà. Mais c'est vrai que ce qui est assez phénoménal, c'est que quand tous les éditeurs qui m'ont refusé m'ont tous dit « Oh là là, c'est bien écrit, il y a une qualité de l'argumentation, c'est convaincant. Mais bon, quand même, c'est trop subversif, hein, c'est presque du registre de la guerre civile. » Bah alors heureusement que c'est que des mots hein, pour le moment, les gars, parce que j'ai eu aussi, ah oui, c'est trop marxiste. J'aime bien dans la mesure où je me fais traiter de fasciste à peu près tous les jours. On adore. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, il a fallu se débrouiller tout seul. Je dis tout seul. Non, parce que en fait, depuis 10 ans, on n'a jamais été tout seul et j'ai jamais été toute seule. Outre, bien sûr, les gens de l'équipe du fil d'actu, dont Tommy est là, évidemment. Mais évidemment, en fait, tous les gens qui avaient suivi le processus, les errements, les égarements, évidemment, vous avez été là. Vous avez répondu à l'appel. C'est vous qui avez permis de financer la publication de ce livre. Et pour ça, je vous en remercierai jamais assez. Parce que vraiment, enfin, vous avez montré que c'était possible, en fait, de défier le sort. Et que, finalement, à quelques-uns, on pouvait vendre à peu près 15 fois plus de livres que Bruno Le Maire. Vous voyez ? Donc, facile, mais bon, tellement vrai. Donc, ouais, donc sans aucune, sans publicité, sans. Oui, aussi, ah oui, non. Il y a des surprises. Ah bon ? Je parle du renflement brun là-dedans ? Non, je sais plus. J'ai pas le souvenir. Ah, rouge-brun, ça doit être ça. Non, mais voilà. Et alors, il y a aussi donc, les choses que vous ne savez pas. C'est-à-dire que donc il y a eu les éditeurs, il y a eu les distributeurs, donc les gars qui stockent les cartons dans les entrepôts et qui envoient les cartons aux libraires, qui nous ont dit « Ah non, politiquement, ça va pas le faire. » Bon, d'accord. Mais il y a eu aussi la Poste. Non, je ne plaisante pas. Et d'ailleurs, je crois que c'est Charles-Henri Gallois qui a parlé d'un problème de distribution de courrier avec la Poste. Et c'était à peu près au même moment. C'est-à-dire que, je vais essayer de vous la faire brève, mais bon, déjà, ils ont essayé de nous arnaquer. On adore. Ils ont essayé de nous vendre des solutions à 10 € par envoi. Hein.
10 € pour un livre qui coûte 22 €, en me disant non, il n'y a pas de tarif pour les entreprises. Vous me prenez pour une débile, en fait. Merci. Voilà, c'est la mission de service public. Mais bon, on s'était arrangé avec une petite maison d'édition qui avait eu un contrat, qui avait, elle, un contrat en bonne et due forme avec la Poste pour pouvoir avoir les envois à 3,50 par envoi et surtout avec la Poste qui venait à la maison chercher les colis. Parce que vous avez été tellement nombreux à le commander que, en fait, il fallait un permis poids lourd pour envoyer les trucs. Donc ça, on n'en a pas. Et heureusement d'ailleurs qu'on habite à la campagne, parce que sinon, on n'aurait jamais pu stocker ça dans un petit appartement. Mais du coup, on a signé un contrat avec une petite maison d'édition qui elle-même envoyait ses livres avec le contrat de la Poste. Et on avait emballé tous les colis, mis dans les cagettes de la Poste. La Poste était venue nous amener les grands chariots, les caisses estampillées La Poste, etc. Enfin, tout était prêt. On avait passé des week-ends avec les copains et tout. Vraiment, tout était prêt à partir le 21 juin. Le 19 juin au soir, le patron de la maison d'édition nous téléphone. « Tatiana, tu as parlé à la Poste, ils savent qui tu es, ils nous bloquent tous nos livres. » Pardon. Alors, il se trouve que la personne au-dessus de la commerciale de la Poste qui leur a fait signer leur contrat les a appelés en leur disant « Qu'est-ce que c'est que cette influenceuse? Qu'est-ce que c'est que ce livre controversé ?» Non, mais c'est hallucinant. Hein. Et donc, eux, ils se retrouvaient un peu cons, d'autant plus que leurs livres à eux, qui étaient en envoi aussi à ce moment-là, se sont retrouvés bloqués sur les plateformes et que le prix a été multiplié par 2, presque 2, enfin 1,8. Enfin bon, ils ont été punis de nous avoir aidés. Et ils nous ont dit « Non, mais c'est bon, normalement, ils viendront chercher les livres quand même après-demain. » Ils viendront chercher les livres après-demain. Moi, j'ai lu Machiavel et l'art de la guerre. Vous, je sais pas, mais direct, je me suis dit, il faut qu'ils viennent vendredi et que tous les livres soient partis déjà et qu'on les ait amenés ailleurs. Comment? Je ne sais pas. Donc, on s'est retrouvés sur le site de la Poste le mercredi soir à imprimer pour 30 000 € de timbre. Oui, parce que des tarifs à moins de 10 €, il y en avait quand même. 6,20 €, 6,50 €, je ne sais plus. Bref, donc à imprimer les 5000 timbres sur les planches d'étiquette, à coller les timbres sur tous les colis qui étaient bien rangés dans les boîtes de la Poste pour venir les chercher, etc. Enfin, c'était tout un beans. Et coup de bol, un ami, artisan. Du coup, il a une camionnette sale qui pollue, qui probablement, quand il y aura la ZFE, n'aura plus le droit d'aller en ville. Mais qui m'a appelé à ce moment-là, en fait, et qui m'a dit mais si vous avez besoin d'aide, moi j'ai une petite camionnette quand même. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Il est arrivé le lendemain matin à 7h, puis on a mis une partie des livres dans le camion, puis on est allé dans 3 départements limitrophes, parce qu'on s'est dit si on reste dans le même département, ils vont savoir que c'est nous, ils connaissent notre tête. Donc on est allé dans 3 départements limitrophes qui allaient envoyer à des centres de distribution et de tri différents, en se disant bon, sur un malentendu, ça peut marcher. En plus, on était juste au moment de la campagne pour les élections législatives, donc on est arrivé dans nos centres de tri de la Poste avec tous les trucs déjà affranchis. Désolé, on n'a plus de chariot. Non, mais c'est pas grave, on en a. Voilà. Donc on a amené les chariots, on a tout ramené. Puis tout est parti. A priori, à part les 1% de perte de la Poste, ils sont arrivés. Mais ouais, donc ça a été un petit peu compliqué. Et ah oui, mais ils ont appelé à midi en disant bon, on arrive dans 1h30. J'ai dit mais quoi, mais comment, vous ne savez pas? On nous a annulé le contrat, ce qui était plus ou moins vrai. Disons qu'ils n'avaient pas prévu de nous l'annuler, mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des chances que les bouquins ils viennent les chercher, mais qu'il y en ait la moitié qui se retrouvent dans la Vienne. Donc, on a préféré pas prendre de risques, si vous voulez. Voilà. Donc,
Merci, mais c'est pas uniquement moi, c'est grâce vraiment à tous les amis qui se sont démenés et grâce à vous aussi qui avez commandé le livre, précommandé, hein, qui avait permis vraiment de défier le sort. Mais je vous jure, et la question que j'ai pas arrêté de me poser, qu'on n'a pas arrêté de se poser, c'est mais pourquoi ils se donnent tout ce mal pour un livre précommandé à 5000 exemplaires? Enfin, je veux dire, c'est pas non plus le best-seller du siècle. Et en fait, la réponse, finalement, elle apparaît assez simple. C'est qu'il doit y avoir une forme de vérité dedans, qu'il contient un peu de cette vérité qui blesse. Et que, comme dit Orwell, quand on vit dans une époque qui est faite de tromperies et de mensonges, eh bien, la vérité dire la vérité devient révolutionnaire. Et finalement, admettre que la seule issue serait de construire une société autour de la production et des producteurs dans l'intérêt de la France, c'est en creux annoncer à la face du monde que non seulement la classe dirigeante et ses agents ne servent à rien, mais qu'en plus, ce sont des parasites dont l'intérêt s'oppose frontalement au nôtre, à l'intérêt de la nation française, à cette nation qui, selon ses propres mythes fondateurs, assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Et cela, pour eux, c'est irrecevable, parce que c'est vrai, et parce que par voie de conséquence, tant qu'ils dirigent, pour la France, point de salut. Et leur pouvoir réside précisément dans la capacité qu'ils ont à faire croire que nous avons besoin d'eux. Et si un petit bouquin à 5000 exemplaires peut se permettre de révéler l'imposture au grand jour, mais ils sont finis, en fait. Et c'est ça, c'est qu'ils savent que leur temps est presque révolu, mais ils s'accrochent de toute leur force pour tenir un jour de plus. Et si pour empêcher l'effondrement de leur classe et de leur monde, ils doivent nous faire mourir jusqu'au dernier, ils le feront. S'ils doivent nous faire taire jusqu'au dernier, ils le feront. Ici, ils pillent le plus possible de bois. Là-bas, ils installent le plus possible d'éoliennes pour ramasser le plus de cash possible avant la fin, avant leur fin. Et ils nous arracheront, avec la fureur de celui qui se sait condamner, le peu qui nous reste. Alors malheureusement pour eux, les mouvements de l'histoire font qu'ils peuvent essayer de détruire l'idée... Oula! Ah, de la casse. Bon, ben voilà. C'est le plafond de verre qui vient de sauter. Donc ils peuvent essayer de détruire dans les récits l'idée du besoin de la production. Il y a un moment, fatalement, ils vont stopper contre le mur du réel, hein, parce qu'une nation qui ne produit pas ce dont elle a besoin est condamnée. Et les producteurs qu'ils ont voulu faire disparaître pendant tout ce temps, eh bien, ils ont survécu. Contre toute attente, ils sont encore là et ils continuent malgré tout à porter la France à bout de bras. Alors, bon, on va faire encore dans la citation un peu cliché. Victor Hugo disait « Rien n'arrête une idée dont l'heure est venue ». Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'une idée. Il s'agit d'un mécanisme historique, concret, qui repose sur l'instinct de survie, sur la force et sur la capacité d'adaptation, aussi bien individuelle que collective. Sous la férule d'une classe dirigeante en dégénérescence, les producteurs ont appris à survivre et ils ont développé des compétences et une capacité d'adaptation que la classe dirigeante, depuis son confort, n'a plus. Selon les lois de la nature, tout indique donc que le temps des producteurs arrive. Et aucune idéologie, aucune censure et aucun cadre employé de la Poste, aucune tentative d'oblitérer dans les récits ne peut rien contre le réel. Et le réel, c'est tragiquement pour nous qui avons à le vivre, c'est que le choix est simple aujourd'hui, la production ou la mort. Le reste appartient à l'histoire et c'est à la France d'écrire la sienne. Merci beaucoup. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.